au grito do piranga. Anciens esclaves revenus du Brésil, ils ont transformé la culture, l'architecture et l'histoire avec des traditions métissées. Il y a eu des vendeurs, il y a eu des acheteurs. Donc, nous sommes tous confondus. On remarque ces changements dans les villes comme Porto Novo et Ouida, avec un style unique qui fascine encore aujourd'hui. On les reconnaît sous différents patronymes dont d'Almeida, Amorim, da Cruz, de Campos, Diogo, Domingo, José Martins, Gomez avec S, Gomez avec Z, Boaventura, de Medeiros, Oliveira, Olimpio, Paraíso, Prudencio, Dorrego, Loriano, da Silva, da Silveira, de Souza, Vieira, Wilson, etc. Hello! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante des Agoudas, ces Afro-Brésiliens revenus au Bénin après des décennies. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification, de vous abonner. Ça parlera encore de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière, avec des thèmes qui ne plairont pas encore à certaines personnes. Je vous demande donc de ne pas continuer cette vidéo. Merci. J'attends si vous êtes dans le cas. Parce que si vous n'êtes pas dans le cas, pensez à liker quand même. Voilà. Je commence mon récit par le commencement. C'est-à-dire d'abord au Brésil, plus précisément avant l'arrivée des colons, suivi du départ des esclaves africains pour le Brésil et finir par leur retour sur leur terre natale, avant l'arrivée du colon. Nous sommes au XIVe siècle et le roi du Portugal envoie des navires découvrir des terres inconnues des Espagnols, surtout des Espagnols, car les Espagnols avaient déjà pris une partie de l'Amérique du Sud. À ce moment-là, au Brésil, il y avait une société avec une organisation sociale assez variable, avec des tribus de nomades et de semi-sédentaires. Ils cultivaient donc du manioc, du maïs, des courges et se nourrissaient aussi de la pêche et de la cueillette. Ils pratiquaient du cannibalisme. Parmi ces peuples, nous avions les Tupis, les peuples amazoniens comme les Yanomami et Kayapos. Nous avions aussi les Guaranis du sud et les semi-nomades. Ils faisaient donc des échanges entre eux et obtenaient des outils pour la poterie et les ornements. Du point de vue spirituel, ils étaient profondément liés à la nature avec des pratiques de chamanisme, des rythmes d'initiation et un culte aux esprits de la forêt. Ce peuple vivait donc sans se soucier qu'au Portugal, on pensait à eux. On verra bien. On se déplace donc au Portugal où, en 1500, le roi Jean III décide de renforcer la présence portugaise au Brésil. Il nomme donc Pedro Álvares Cabral, commandant de la flotte portugaise pour les Indes. La mission suit une route plus occidentale et le 22 avril, il découvre les côtes du Brésil. À son arrivée, Cabral va envoyer Nicolas Coelho, un capitaine expérimenté, établir un premier contact pacifique avec les autochtones, ce que j'ai cité plus tôt. Ils vont échanger des cadeaux et organiser même un hôtel pour célébrer une messe le 26 avril qui a suivi. Après plusieurs jours, Cabral va donc confirmer que le territoire qu'il a découvert se situe à l'est de la ligne établie par le traité de Tordesillas dans la zone réservée au Portugal. Le 1er mai, une grande croix est érigée pour revendiquer officiellement ces terres pour le Portugal, nommé à ce moment-là Ilha de Veracruz, ce qui signifie en français île de la vraie croix. Un navire de ravitaillement est renvoyé à Lisbonne pour informer le roi premier de cette découverte. Amerigo Vespucci, lors d'une expédition en 1501, va décrire le Brésil comme étant une terre pauvre en ressources, mentionnant seulement le bois et les sources d'eau potable, tout en faisant référence au cannibalisme. À partir de 1514,
l'économie brésilienne va connaître un essor majeur avec le développement des plantations de canne à sucre, surtout dans le nord-est, notamment à Pernambuco et Bahia. Et entre 1533 et 1542, les premiers moulins à sucre sont installés, transformant donc le Brésil en l'un des plus grands producteurs mondiaux de sucre, une richesse qui va attirer des convoitises. C'est-à-dire les Hollandais et les Français. Ils vont donc s'incruster dans la population, s'installer. Mais les Portugais vont dire non, allez, oust. Ils vont donc être chassés par les Portugais. Faisons tout pour faire évoluer cette nouvelle cité qu'ils ont créée, qu'ils ont découvert et qu'ils ont construit au cours des années. Il leur manquait donc de la main-d'œuvre pour faire le travail et relever l'économie encore plus haut. Ils se sont donc penchés sur l'Afrique. On revient maintenant en Afrique, plus précisément au Bénin, où le colon débarque pour la première fois. Pourquoi? À cause de sucre? À cause de coton? Bref. Nous sommes au XIVe siècle, dans le royaume du Dahomey, qui est en pleine expansion territoriale, parce que dans le temps là, chacun essayait d'augmenter son territoire, et c'était sous le règne de Webaja et de Agaja. Ils vont donc entrer en contact avec les négociants portugais, anglais et même français, qui se sont installés le long de la côte. C'est à Ouidah qu'ont débarqué les premiers Européens, dont les Portugais les plus anciens à débarquer, parce qu'il y avait à Ouidah un wharf, donc un accostement des bateaux qui restaient au large et qui débarquaient grâce aux chaloupes, aux pirogues que les autochtones leur amenaient. Et il y avait plusieurs comptoirs ici. Tous les forts européens étaient ici. Pour avoir des esclaves, ils organisaient des raids pour les capturer dans les régions voisines et ensuite les envoyer au comptoir européen qui était situé à Ouidah. Et à ce moment-là, ils échangeaient ces captifs-là contre des armes, des alcools et des biens de luxe. Il n'y a pas eu de vente, il y a eu d'échange. Vous savez que le royaume d'Abomey est un royaume guerrier. Et il nous manquait certaines choses, telles que le tabac, les boissons alcoolisées et autres. Donc, les Blancs, ayant senti cela, sont entrés en négociation par personne interposée pour nous dire que quand vous allez nous fournir des bras valides, vous aurez tout dont vous avez besoin. Ce qu'on prenait en échange, c'était ridicule. Comme son nom le dit, c'est des pacotilles. Alors qu'un être, on ne peut pas apprécier sa valeur. C'est incommensurable. On ne peut pas. Ceux qui sont partis, il y en a beaucoup qui n'étaient pas des esclaves. C'était des guerriers, c'était les meilleurs que nos rois ont vendus, les plus costauds, etc. Cela va s'intensifier sous le règne de Agaja parce qu'il l'a transformée en activité centrale pour le royaume, voyant en elle une source de richesse et de puissance. Mais il arrive parfois que quand ils viennent, il arrive un bateau par exemple qui peut prendre 300 sujets et que le roi ne a trouvé que 140, 150, il dit mais... Et le reste, il dit, tu vas attendre que je... Il dit, non, il voit qu'il ne peut pas attendre. Il dit, comptez-moi le nombre de ces balais là. On compte, on voit, prenez le roi ligoté. On prend le roi, on le ligote, les gens veulent réagir, on tue 2 ou 3, ils sont tous soumis, on les embarque pour faire le plein. Les esclaves achetés sont donc pris pour emprunter le chemin qu'ils appelaient la route des esclaves. Un itinéraire que suivaient les captifs de leur lieu de capture jusqu'au navire pour les Amériques, surtout le Brésil et les Caraïbes. Une vidéo sera faite basée sur la route des esclaves et les différentes étapes, ce que cela représente, ce pourquoi ils devaient faire tout ça. Je sais pas quand ça va dire, mais ça tient un jour. Certains mouraient pendant le voyage en mer, mais d'autres atteignaient cette fameuse destination qui représentait pour eux l'enfer. Les plus désespérés, qui croyaient, comme le laissait penser une certaine rumeur, qu'ils vont être dévorés par les Blancs, ingurgitaient du sable ou avalaient leur langue pour s'étouffer. D'autres préféraient simplement se jeter à la mer, préférant être mangés par les requins. C'est le début de l'enfer. Nous sommes donc au Brésil et les esclaves du Dahomey débarquent. Ils sont vendus dans des marchés aux enchères, principalement dans les villes portuaires comme Salvador, Rio de Janeiro et Recife. La plupart étaient achetés pour travailler dans les plantations de canne à sucre, d'autres envoyés dans les mines de la région de Minas Gerais, où les conditions de travail étaient extrêmement rudes. D'autres étaient aussi employés comme domestiques dans les villes, comme artisans pour des travaux spécialisés, notamment la maroquinerie, la menuiserie, le forge, etc. Hey. Bien que la majorité d'entre eux
étaient convertir de force au catholicisme, ils ont quand même préservé leur tradition africaine, fusionnant souvent leurs croyances avec celles des colons pour créer des pratiques religieuses comme le candomblé. Durant des décennies, ils vont vivre de cette façon, avoir des enfants entre eux ou avec le colon suite à des vœux ou avec consentement, ce qui était très rare. D'autres mourront sous des coups de fouet ou pendant leur fuite vers la liberté, une liberté éphémère. Des camps de noirs fugitifs vont être décimés par les colons. Il faut dire que sur place à Ouida, pour éviter entre autres la colère de leur âme sur le chemin de retour, on a préparé les choses. On a aménagé et balisé le chemin pour que cette âme puisse retourner en paix, sans embûche, sans colère. Quand les souffles arrivent, ce sont des souffles qui sont en colère. Et il ne faut pas symboliquement qu'ils rentrent sur la terre des aïeux avec cette colère. Donc le mémorial, les souffles arrivent, passent par la porte du non-retour, arrivent au mémorial et ils voient là que on ne nous a pas oubliés. Et les souffles déposent leur colère avant de rentrer paisiblement dans la ville de Ouida. Leur indépendance aura été très dure et très longue à obtenir, mais au bout de plusieurs siècles de colonisation, de maltraitance, ils finiront par l'avoir. La fin de l'esclavage. Le Brésil fut l'un des derniers pays des Amériques à abolir l'esclavage, car la question de l'abolition devenait de plus en plus pressante, alimentée par des débats au sein des élites brésiliennes et par la pression internationale, particulièrement celle du Royaume-Uni. Le 7 septembre 1822, près de Sao Paulo, sur les rives de l'Ipiranga, Dom Pedro proclame officiellement l'indépendance du Brésil avec le fameux cri d'Ipiranga, au grito do Piranga. I think he said it like that. Marquant ici la rupture définitive avec le Portugal et le début de l'Empire du Brésil. En 1850, près de 44% des habitants de Rio de Janeiro étaient encore des esclaves, alors que l'abolition avait été déjà proclamée. L'abolition définitive fut donc prononcée le 13 mai 1888 avec la loi d'or, encore appelée Lei Aureia, signée par la princesse Elisabeth, libérant ainsi près de 700 000 esclaves restant au Brésil. Le retour au pays. À compter de cette année-là, on estime qu'entre 3 000 et 8 000 Afro-Brésiliens sont retournés sur le continent africain au cours du 19e siècle. Un groupe important est également arrivé au Ghana depuis le Nigeria après qu'un navire britannique leur eut permis de visiter l'Afrique. Les coûts de leur traversée incluaient le passage, la nourriture et possiblement la sécurité. Pour ceux qui sont venus initialement, c'est de Ouida qu'ils ont débarqué. Avec l'histoire, certains se sont déportés vers Agüé et d'autres vers Porto Novo. Plusieurs livres ont d'ailleurs été rédigés dans ce sens. Ces rapatriés, dotés de compétences diversifiées, contribuèrent ainsi au développement local, ce qui facilitèrent leur intégration. C'est que lorsque les premiers sont arrivés, on les aurait emprisonnés en Afrique à leur retour. Parce qu'ils n'étaient pas acceptés au départ. Leurs maisons, construites en pierre, selon les techniques qui ont été apprises au Brésil, contrastaient avec les habitations locales en chaume. Les agudas du Dahomey. Puisqu'ils sont noirs, il fallait trouver une appellation. Entendelon, enti, eloti ebo, aguda, teloko, salté, eri tonde. Donc cela veut dire que quoi, en Yoruba, vous qui êtes revenus, vous avez ramené toutes les saletés de l'au-delà que vous nous ramenez ici. Ils débarquaient pour la plupart à Porto Novo, Ouida, Cotonou. Ils contribuent à la société en introduisant des métiers et des pratiques apprises au Brésil tels que la maroquinerie, la menuiserie, la couture, etc. Les Agudas, quand ils sont revenus, et ça, peu de gens aiment parler de ça, hein, quand ils sont revenus, eux aussi, ils ont pratiqué le combat dont ils ont été victimes. Ils en ont été intermédiaires. Et le roi Danosa a été très clair par rapport à ça. C'est ça qui a fait que De Souza a tout fait pour que ses frères le chassent du pouvoir. Il dit qu'il a appris que là-bas, c'est pour aller travailler la terre. Et pour travailler, il y a plein d'espace ici. Ah, vous l'avez. Il dit, mais si vous faites ça, vous n'aurez plus de produits importés. Il dit, les produits importés, pourquoi ne pas construire ici les usines? On lui répond qu'il n'a pas d'homme qualifié pour travailler dans ces fabriques.
Il dit il en a sélectionné, confié à De Souza, qui les a vendus gracieusement. Et c'est ça qui a fait qu'il a fait emprisonner ici. On ne lui fait pas ça, lui. Il n'est pas comme les autres. Hein? Il est arrivé au Bénin très jeune, environ 20 ans, pour travailler dans le fort portugais de Ouida. Il est parti pour travailler là-bas, évidemment, pour faire de la traite, parce que ça, c'était le but de ce fort-là. Et Souza, pour les Aboméens que nous sommes, n'a pas participé en tant que vous, comme vous le dites, hein, à ce commerce triangulaire. Il s'est servi au nom d'interprète, parce que étant analphabète, ne pouvons pas discuter directement avec les Européens. Alors, il faut quelqu'un, il n'y a pas seulement que Souza, il y a des bureaux et autres. Bon, ils se sont servis d'intermédiaires entre le roi, ou bien les différents rois qui sont passés sur le trône, et pour nous expliquer, en tant qu'analphabète, ce que le blanc dit, et nous, quand on dit, il le traduit. Et leur influence se fait surtout sentir au niveau du domaine religieux et social, à cause des pratiques syncrétisme religieux combinant catholicisme et croyances africaines. Ce retour a été symbolisé par la porte de retour, pas l'un de celles de non-retour. De nos jours, nous avons encore des mots et expressions du Portugal ou du Brésil qui parsèment nos langues nationales, notamment le Yoruba, le Fon, le Minan, le Goun. Quelques exemples de ces différents termes. Akama, qui signifie lit, et en fait en Portugal ça se disait Kama. On a aussi Doto, Yoruba, et je crois au Portugal c'était Doutor. Après on a Piron, Pirao, Amissa, qui signifie la messe, Vela, la bougie, Chavi, la clé, Camisa, robe longue ou une robe longue, Gafou, fourchette, ça c'est mignon, parce qu'on les connaît. On peut remarquer aussi le style architectural afro-brésilien qui a été introduit par les Aguda, qui a surtout transformé la ville de Porto Novo et de Ouida. Ils ont vécu avec les Blancs. Ils ont copié les habitudes et les mœurs des Blancs. Ils se prenaient pour les supérieurs quand ils ont venu trouver les frères ici. Quant aux habitudes alimentaires, bien sûr, elles ont quand même été touchées. Nous avons l'insertion du manioc, du gombo, du acajou, etc. Et quelques mets, pâtisseries et autres desserts très répandus au Bénin qui sont en fait typiquement brésiliens. On a le concada, le feijoada, le cocido, le trabuya, le molokoto et le candica. Je me rappelle, feijoada c'est doux. Feijoada c'est doux. J'ai appris ça au collège. On nous préparait ça. C'était pas ouf, mais comme ma grand-mère m'a préparé ça, c'était une dinguerie. Si vous allez demander la main d'une de leurs filles, on vous demandait combien de camas, combien de lits vous avez, comment vous mangez. Vous mangez avec la main ou bien vous mangez avec la fourchette. C'était des signes d'appartenance à la bourgeoisie ou non. Les Aguda, ces Afro-Brésiliens revenus au Bénin après l'abolition de l'esclavage, ont façonné notre culture, notre architecture et les traditions de notre pays. Il n'était pas prévu qu'il y aurait des Aguda, c'est-à-dire des gens qui sont partis, qui vont revenir plus tard et qui vont dire où est notre source, nous voulons notre identité. Mais eux, ils avaient déjà acquis là-bas une autre identité. Et c'est ça qui va être une richesse exceptionnelle. Ils ont marqué aussi l'artisanat, l'art de construire. Ce sont les Portugais qui ont initié les maçons, qui ont initié des menuisiers pour faire les meubles qui sont chez nous. Ils ont vécu avec les Blancs. Ils ont copié les habitudes et les mœurs des Blancs. Ils se prenaient pour les supérieurs quand ils ont même trouvé les frères ici. C'est maintenant qu'il va falloir faire le réarmement moral dans ce pays pour leur dire que nous sommes tous des frères. Merci d'avoir découvert avec moi cette fascinante page de l'histoire des Aguda. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager cette vidéo, d'activer la cloche de notification. Il y a de très belles vidéos qui viennent, qui sont en préparation. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, elle est dans la cuisine. Depuis je suis en train de remuer ça. Bientôt, elle sera servie à table. Espérons qu'elle soit prête pour décembre parce que ça sera une trilogie, syncologie. En tout cas, ça va durer une semaine. Eh oui, bien une semaine. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.